Il y a une amitié séculaire entre le Maroc et la France. Le Maroc a donné son sang pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Maroc a donné ensuite ses forces vives pour reconstruire le pays à travers différentes vagues d'immigration. Et donc il y a une amitié, une fraternité, je dirais, entre nos deux peuples. Et comme dans toute fraternité, eh bien, il y a des moments où on se chahute un peu, il y a des moments de tension, de crispation, mais les images que vous avez montrées, au-delà même des accords qui ont été signés, et ce que je retiens de cette image, c'est finalement cette belle réconciliation qui augure un avenir plutôt enchanteur entre nos deux pays. Le Maroc est une merveilleuse plateforme pour les entreprises françaises et européennes pour partir à la conquête de l'Afrique. On vient de subir quelques désagréments dans un certain nombre de pays d'Afrique. Il faut reconstruire cette relation avec l'Afrique. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Global Africa Télésud, c'est ici que ça se passe, vous le savez, vous êtes très très nombreux à nous suivre, je vous en remercie. Merci pour votre fidélité, merci pour les commentaires qui sont extrêmement nombreux, chaque semaine d'ailleurs, et sur Global Africa Télésud, merci à vous. Alors, dans le grand déballage, justement, on va vous proposer une autre thématique, un autre sujet, justement, qui concerne la relation France-Maroc. On va prendre le temps, vous savez quoi, tout simplement, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, de parler de ce réchauffement diplomatique. C'est depuis peu, France-Maroc. Des relations politiques, de relations bilatérales, des relations économiques. Alors, la relation, vous savez, entre la France et le Maroc a été élevée au rang d'un partenariat d'exception renforcé. Et à l'occasion de la visite, très récemment, il y a quelques mois encore, visite d'État. C'est une visite d'État au Maroc qui a été effectuée avec le président de la République le 28, 29 et 30 octobre. Et c'était à l'invitation du roi du Maroc, donc à laquelle il a répondu le président de la République, Emmanuel Macron. Pour en parler autour de ce plateau, Naïma Sifer. Bonjour à tous. Bonjour, présidente des rencontres de la diplomatie culinaire. Comment ça va? Très bien. Ça veut dire quoi, les rencontres de la diplomatie culinaire, en quelques mots? En quelques mots, on rassemble les gens autour de la gastronomie. Voilà. Tous les gens d'ailleurs. Tous les gens. Au-delà toutes les personnalités, des frontières. politiques, sportifs, artistiques, etc. Et ça marche plutôt bien, c'est votre histoire? Autour de la gastronomie, en général, ça marche plutôt bien. Elle est toujours élevée au grand rang, la gastronomie marocaine, paraît-il. Elle jouait toujours, évidemment... Elle est très bien placée. Entre la France et le Maroc. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de similitudes, on en parlera, mais c'est vrai que la France s'imprègne beaucoup de la gastronomie marocaine et vice-versa. Et vice-versa. Christian Cambon, sénateur, mais également aussi le président du Sénat. Non, vous êtes envoyé spécial. Envoyé spécial du président du Sénat. Et vous êtes notamment, en cette qualité-là aussi, le président du groupe Amitié France-Maroc. Merci d'avoir répondu. Merci. Ça va? Très entre bien. Les vols, entre les déplacements. Tout va bien, tout va bien. Très heureux d'être ici. Eh bien, écoutez, c'est partagé. Driss Etazaoui, qui est le président des élus de France. Comment ça va? Merci Adil Farkan, merci pour cette aimable invitation. Je vais bien, mieux serait indécent. Mieux serait indécent. Tant le monde est inquiétant. Ah, ça c'est vrai. Driss Etazaoui, le président justement des élus de France, vous savez, il est venu avec voilà, je vais montrer à Romain, notre réalisateur, cette brochure. Qu'est-ce que c'est que cette brochure justement? C'est la revue de la promesse républicaine. La promesse républicaine, c'est la capacité de dire à l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur trajectoire, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur domiciliation, que la France, c'est le champ des possibles, que tout est possible et que l'égalité des chances est une réalité. Quelles que soient vos origines, vos confessions, une fois de plus, votre domiciliation. Beau la France, dossier. C'est ce grand pays. Ouais. La France, c'est ce grand pays qui est en capacité finalement de dire à ses enfants, vous êtes les enfants de la République. Et le tout est possible. Et c'est tout le travail qu'on essaye, nous, au sein de l'Association des élus de France, de propager, de promouvoir à travers un certain nombre d'opérations qui ont pour objet un narratif commun. Essayer de rassembler les gens qui nous ressemblent autour d'un certain nombre de narratifs communs. Rassembler. Vous avez lâché le mot rassembler, justement, on va parler de ce réchauffement qui marque un tournant significatif, justement. Et Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Lipseux, sera un envoyé spécial, tiens, justement, monsieur le sénateur, sera notre envoyé spécialiste, c'est notre invité, mais il interviendra, évidemment, dans le cadre de cette émission. Ce que je vous propose tout de suite, pour démarrer donc ce grand déballage, cette émission autour de la thématique de ce réchauffement climatique, réchauffement diplomatique, pardonnez-moi, tout de suite, on va découvrir un sujet concernant donc le déplacement du président de la République, Emmanuel Macron, au Maroc, et ce tournant, ce virage diplomatique. Regardez, là on voit les images
en ce moment même. Donc on a le président de la République, Emmanuel Macron, à ses côtés donc Sa Majesté le roi Mohamed VI. Moi j'y étais. Hein. Vous y étiez, vous pouvez nous commenter justement, c'est très bien, monsieur l'envoyé spécial, monsieur le sénateur, Christian Cambon. Allez-y, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est des signatures de contrats? Oui, c'est les 22 accords qui ont été signés. Alors, il y a une déclaration, là je pense que ce sont les images du document le plus important entre les deux chefs d'État. Et puis après, il y a une autre séance avec les différents ministres de chaque côté qui ont signé 22 accords dans tous les domaines, coopération économique, aéronautique, environnementale, éducative. 10 milliards, on parle de 10 milliards. Hein. Oui, tout à fait. Comment vous avez vécu cette moi j'étais très content parce que je me languissais de l'état des relations franco-marocaines depuis un certain temps et donc j'ai été effectivement très heureusement surpris d'une part par la déclaration du 30 juillet du président de la République qui a remis les choses en perspective, mais nous avions fait au groupe d'amitié France-Maroc un énorme travail de fond qui a du reste été reconnu à la fois par Sa Majesté et par le président de la République pour faire en sorte que la France et le Maroc sortent de cette difficulté qui nous pesait depuis tant de mois à la suite de l'affaire des visas tout d'abord, hein, bien sûr, et puis la position de la France sur le Sahara occidental, qui maintenant devient Sahara marocain, où la position était ambiguë, puisqu'on considérait que le plan de large autonomie proposé par le roi était une solution. Et puis en juillet, on a dit que c'était la solution. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Et nous avons rejoint en cela près de 20 pays européens, bien sûr les États-Unis qui l'avaient fait aussi, mais 20 pays européens et bien d'autres dans le monde qui considèrent maintenant que la souveraineté du Maroc doit s'étendre à cette région qui est encore non autonome au titre des Nations Unies. Monsieur le sénateur, le président de la République, lui, il a qualifié cette visite d'État au Maroc d'une visite historique. Vous dites quoi? Historique, oui, tout à fait. Je pense qu'on peut retenir ce vocable dans la mesure où, comme l'a dit le roi au cours de cette visite, c'est pas une page nouvelle, c'est un livre nouveau qui s'ouvre. C'est-à-dire que on sort aussi, à travers tous ces accords, à travers les échanges qui ont eu lieu, la visite récente du président du Sénat, celle de la ministre de la Culture 15 jours avant. Rachida Dati, oui. Rachida Dati. On sort du déclaratif pour entrer dans l'action. Hein, on va être opérationnel, on pourra en parler tout au long de cet entretien. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se prendre et il y a des liens de confiance qui se sont immédiatement resserrés. Et vous savez, nos amis marocains qui sont très francophiles, francophones bien évidemment, mais qui nous suivent à la trace, qui ont de la peine quand nous avons des difficultés et qui, dans le passé, ont pu nous en vouloir lorsque l'on a eu des comportements qui n'étaient pas très amicaux. Et bien maintenant que les relations ont repris le chemin de l'amitié et de l'intensité, eh bien les choses vont peut-être encore plus vite qu'elles ne vont avec des pays avec lesquels on entretient de bonnes relations. Et donc actuellement, il n'y a pas de semaine dans laquelle il n'y a pas d'échange de ministres, de chefs d'entreprise, d'associations qui viennent maintenant et qui s'échangent pour resserrer ces liens, parce que le Maroc est en Afrique, et singulièrement au Maghreb, notre premier partenaire et notre ami le plus sûr. Ce que disait justement de resserrer les liens, Driss Etazaoui, alors justement, est-ce que ça a marqué un tournant significatif pour vous? Comment vous le voyez, cette relation entre la France et le Maroc? Parce qu'après une période quand même de vive tension pendant très très longtemps, l'événement aujourd'hui, comme le dit le sénateur, qualifié d'historique, d'autement symbolique, puis, pas qu'une simple relation diplomatique. Hein. D'ailleurs, vous organisez vous-même un événement, je crois qu'il y a... pour prochainement début avril, vous pouvez nous en parler. Hein. Alors d'abord, première question, est-ce que c'est un tournant significatif ? Alors, avant de parler du tournant significatif, vous avez raison. Je pense que pour éclairer l'avenir et comprendre le présent, peut-être se plonger aussi un peu dans le passé, parce que vous avez rappelé les relations houleuses entre le Maroc et la France. La question des visas était l'un des points culminants de ces tensions. Il y en a eu d'autres auparavant. Moi, je me souviens, par exemple, de l'intervention des forces de police à l'ambassade du Maroc à Paris, qui a fait couler quand même beaucoup d'encre. Il y a eu d'autres événements. L'affaire Pegasus également a contribué aussi à créer de la défiance entre les deux pays.
pays. Et puis à la suite des visas, il y a eu aussi un certain nombre de maladresses. Je me souviens du président de la République, Emmanuel Macron, s'adressant au peuple marocain. Et quand on connaît le Maroc, seul le roi s'adresse à son peuple. Et on ne peut pas imaginer qu'un président étranger puisse s'adresser à ses propres concitoyens. Et donc il y a eu une série de malentendus, d'incompréhensions, je vais le formuler de cette manière, qui ont fait qu'effectivement les relations entre nos deux pays, alors qu'il y a une amitié séculaire entre le Maroc et la France. Le Maroc a donné son sang pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Maroc a donné ensuite ses forces vives pour reconstruire le pays à travers différentes vagues d'immigration. Et donc il y a une amitié, une fraternité, je dirais, entre nos deux peuples. Et comme dans toute fraternité, eh bien, il y a des moments où on se chahute un peu, il y a des moments de tension, de crispation, mais les images que vous avez montrées, au-delà même des accords qui ont été signés, et ce que je retiens de cette image, c'est finalement cette belle réconciliation qui augure un avenir plutôt enchanteur entre nos deux pays. Et vous savez, nous, on l'a perçu parce que quand on s'est rendu au Maroc pendant la crise, on voyait à quel point est-ce que les portes avaient du mal à s'ouvrir. On voyait à quel point est-ce que quand on discutait, hein, monsieur le sénateur, vous le savez, avec nos homologues, qu'ils soient politiques ou dans l'administration ou dans les ministères, eh bien, on sentait comme une certaine réserve. Et depuis le déplacement du président de la République, eh bien, écoutez, les choses ont totalement changé. Que les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement et les bras sont ouverts. Parce que les Marocains savent accueillir aussi. Et donc, c'est toute cette histoire-là, finalement, que nous retraçons. Et quelque part, qu'est-ce qui a permis de continuer à entretenir une réelle relation entre nos deux pays. C'est ce que disait monsieur le sénateur tout à l'heure. C'est pas tant le travail des chancelleries, c'est pas la diplomatie des chancelleries, c'est surtout la diplomatie des territoires, la diplomatie des parlementaires. Parce que nous avons maintenu, nous, les liens. Oui. Pendant que nos deux pays étaient en compris pendant les vives tensions. Oui. Absolument. Oui. Rappelez-vous le tremblement de terre au Maroc. Oui. Ça a été un moment compliqué. La France a proposé son aide. Le Maroc n'y était pas nécessairement favorable. Pour autant, nos collectivités, moi la mienne à Évreux, nous avons subventionné, nous avons aidé. Mais ce qui est vrai à Évreux est vrai pour beaucoup d'autres collectivités. Et donc cette diplomatie des territoires, cette empathie, cette chaleur qui peut exister entre nos deux peuples, elle a continué à perdurer. Si la diplomatie des chancelleries est éminemment importante, la diplomatie des territoires l'est tout autant, et celle des parlementaires tout autant également. Et donc ça a continué finalement à perdurer. Cette main tendue, et heureusement qu'elle a continué à l'être, eh bien, a permis aussi et a contribué à ce que les images que vous avez diffusées eh bien, puissent être une réalité et puissent faire en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, nous puissions ensemble envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Alors Naïma Sifar, vous disiez oui. Pourquoi vous disiez oui? Parce que vous avez maintenu justement ce contact avec oui, tout à fait. En fait, les diasporas, on a quand même 1,5 million de Marocains en France. Issus français mais origine marocaine. Ouais. Et c'est vrai que ce lien-là n'a jamais été rompu. Au contraire, les actions continuaient avec le Maroc et la France, etc. Et je voulais rebondir sur ce que disait Driss, justement, par rapport au tremblement de terre. On avait été avec une délégation et des maires français de Paris, voir la consul générale, par exemple, de Paris, pour lui souhaiter les condoléances pendant la crise. Et on en avait parlé à l'époque, et c'est vrai que tout ce petit monde n'a jamais cessé d'œuvrer entre les deux pays, et puis c'est vrai que c'est important, c'est un tissu qui est important. Le tissu associatif aussi des diasporas est important entre la France et le Maroc pour justement œuvrer entre les deux. Est-ce que c'est une réalité quand Driss Ettazaoui, justement le président des élus de France, dit ici sur ce plateau que la visite d'Emmanuel Macron a permis d'accélérer en tout cas beaucoup plus vite l'ouverture des portes? Oui, parce qu'on avait... Ouais, vous l'avez ressenti vous-même? Pour exemple, il y avait des dossiers qui étaient complètement gelés. Ouais. Et à partir du moment où il y a eu cette visite et ce réchauffement diplomatique, tout de suite, c'est vrai qu'on a eu cette facilité à ouvrir ces portes qui étaient fermées, justement. Avant de donner la parole, vous savez quoi, justement à Emmanuel Dupuy, je voudrais juste, monsieur le sénateur, parce que vous êtes le président du groupe Amitié France-Maroc, alors justement la reprise des relations cordiales entre le Maroc et la France, est-ce qu'elle ne pouvait pas faire l'impasse justement sur cette avancée? Vous savez, vous faisiez référence tout à l'heure, l'avancée de la position française par rapport à la marocanité des provinces du Sud. C'était ça aussi, hein? Ah, c'était le cœur du sujet. C'était le cœur du sujet. C'était le cœur du sujet parce que Driss l'a rappelé tout à l'heure. C'est chose faite alors, est-ce qu'on peut dire ça? Il y a eu l'affaire des visas qui correspondait à un épisode de la vie politique française où effectivement on s'est servi de ça pour nourrir le débat qui avait lieu, mais qui a évidemment énormément froissé nos amis marocains, car sous le prétexte de ne pas laisser entrer 40 ou 50 fichiers S, on a fait de la peine à 300 000 Marocains
qui sont des amis de la France, qui viennent pour des raisons universitaires, professionnelles, médicales, que sais-je, et qui brusquement se sont vus refuser les visas, et parfois avec un manque de lucidité. Moi, je me souviens être intervenu pour un professeur, un très grand professeur de médecine de l'université de Casa, et qui était invité à opérer à la Pitié-Salpêtrière. Il avait posé qu'une seule condition, c'est de venir avec sa secrétaire. La secrétaire a eu le visa et pas lui. Donc, oui, on était dans le royaume de l'absurde. Et donc, il fallait absolument régler cette affaire. Puis après, moi, j'ai fait, à chaque fois, vous savez, j'allais souvent, je voyais le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, il me disait c'est très bien que les visas maintenant s'organisent beaucoup mieux, c'est le cas actuellement, mais il reste ce problème de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidentale à l'époque, et il dit il faudra que la France choisisse son camp. Alors c'est ce que disait Monsieur le Sénateur, je me permets de vous interrompre. Justement, Emmanuel Macron a reconnu que le plan marocain d'autonomie du Sahara est la seule base pour aboutir à une solution et que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le mot important, c'est la seule, parce qu'avant on disait une. Oui. Mais le français est une langue précise. Oui. Si vous dites c'est une solution, c'est qu'il y en a d'autres. Vous avez raison. Si vous dites c'est la seule, c'est que c'est la seule. Donc chose faite. C'est chose faite. Et le président du Sénat, au cours de sa visite, tant à Rabat qu'à Al Ayoun, il y a 15 jours, a bien redit que maintenant, c'était non pas la position d'un gouvernement ou d'un président de la République, c'est la position de la France. La position de la France, comme il y a la position de la Belgique, comme il y a la position de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne, c'est la position de la France. Et donc, je pense que le Maroc a vivement apprécié cette clarification qui était absolument nécessaire. Et sincèrement, quand on voit sur place ce que nous avons fait il y a 15 jours avec le président du Sénat, lorsque nous allons sur place et que nous voyons ce que le Maroc fait de ce territoire pour le développer et montrer qu'effectivement ce plan d'autonomie n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est à la fois, voilà, c'est du concret avec les autorités locales, et qu'il dépense quelque chose comme 2% du produit national brut, à la fois pour sauvegarder la sécurité, car il y a cette dimension dont il faudra parler. Hein, car si le Maroc n'investissait pas en matière de sécurité et de défense dans cette région du monde, on aurait peut-être la Somalie à 3 heures de Paris. C'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. Donc je pense que cette clarification qui est nette et qui est maintenant la position de la France va déclencher beaucoup de conséquences, à la fois sur la partie, j'allais dire, traditionnelle du Maroc, mais aussi, nous l'espérons et nous travaillons en ce sens, sur le Sahara marocain. Oui, Idriss Etazaoui. Il y a 4 ans, dans son discours, le discours du trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait prévenu et avait dit à ses partenaires, et en particulier la France, dans son discours, parce que c'est la France qu'il visait, en disant « Désormais, il n'y aura plus de place pour l'ambiguïté. Voilà. Vous serez avec nous ou vous serez contre nous. » Et il y a 4 ans. Il a fallu 4 ans quand même à Emmanuel Macron pour effectivement accepter l'idée du Sahara marocain et d'en faire l'expression française. Vous pensez vraiment, réellement que, parce que j'entends le sénateur l'exposer et nous l'esquisser ici, la réduction significative du nombre de visas accordés par la France aux citoyens marocains, comme vous le disiez tout à l'heure, elle a alimenté ce climat de méfiance? Oh là, oui, oh là, ça a alimenté beaucoup de controverses, beaucoup de crispations. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises, avec grande peine du reste, des Marocains qui avaient l'habitude de venir ici. On dit plus jamais je ne mettrai les pieds en France qui nous traitent. Ça, vous l'avez entendu? Ah oui, ça, je peux vous dire. Il y a aussi des étudiants qui étaient. Beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants. C'est vrai que nous, les retours qu'on avait eus, on essayait. Plus ou moins, bon, je suis aussi élue, donc j'avais des sollicitations. Mais c'est vrai qu'il y a eu des étudiants qui étaient dans des cas malheureusement très très compliqués à cause des visas, quoi. Ouais, à cause des visas qui ont instauré donc ce climat. Exactement. Et la petite anecdote, je discutais avec les services de la chancellerie au Maroc, et pendant les moments les plus forts de la crise, la langue française était une langue qui ne se pratiquait, non pas qu'elle se pratiquait plus, mais elle se pratiquait beaucoup moins par volonté des autorités marocaines et de l'administration marocaine dans les discussions bilatérales. Voilà la petite anecdote qui peut vous montrer à quel point finalement la tension était à son paroxysme. Moi je ne parlerais pas de tension, je parlerais de froideur. Vraiment, c'était, on arrivait dans une
plus que d'attention. Ouais. Au début, c'était... Ah mais de là, comme le dit Idriss Etazaoui, c'est-à-dire que c'était de quand là, même... plus vouloir du tout... plus vouloir pratiquer la langue française, c'est révélateur ça veut dire que le climat Exactement. n'était pas un climat de confiance. Et du reste, depuis le mois de juillet, dans le cadre de la réforme de l'éducation, le français revient, y compris dans l'enseignement primaire, etc., comme une langue obligatoire, ce qui n'était plus tout à fait. Et donc ça, c'est évident. Alors que le Maroc est évidemment un des pays qui est un exemple en matière de francophonie. Je rappelle que la France pilote 47 établissements scolaires. Enfin, véritablement, il partage avec nous la francophonie. Et j'aime ce mot du président du Sénat qui dit que le français n'est pas la propriété de la France. Le français, c'est une langue qui est partagée par des dizaines de millions et même bientôt des centaines de millions de gens dans le monde. C'est à nous de l'honorer et de la faire fructifier. Et le Maroc est un porte-drapeau très fort dans ce domaine. Je vous laisse le soin justement de commenter, de décrypter aussi à votre manière. Vous le savez, vous le faites très bien chaque semaine. D'ailleurs, ici même, dans Global Africa Télé Sud, y compris sur tous les réseaux sociaux. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir, vous savez, l'analyse concernant celle du président de l'IPSE, Emmanuel Dupuy. Regardons et revenons continuer de débattre. D'évoquer ce que me semble être les éléments les plus prégnants, les plus saillants du partenariat d'exception renforcé, comme c'est ainsi que l'on doit le dire, entre la France et le Maroc. Ce partenariat d'exception s'inscrit dans le passé, dans le présent et surtout dans l'avenir. Je ne fais que paraphraser ce qu'a dit le président Emmanuel Macron à l'occasion de son adresse solennelle lors de sa visite d'État au Maroc en octobre dernier, fin octobre dernier, précisément le 29 octobre dernier, quand le président Emmanuel Macron s'est adressé à la fois à la Chambre des représentants et à la Chambre de conseillers, aux deux chambres, donc Chambre haute et Chambre basse marocaine, pour rappeler ce dont il s'agit. Il s'agit évidemment de reconnaître le fait que ce présent, cet avenir, ce passé, ce présent et cet avenir, de la relation entre la France et le Maroc va de pair et consubstantiel au fait que cela s'inscrit dans la reconnaissance du fait que le Sahara puisse s'inscrire dans la pleine souveraineté marocaine, ou la reconnaissance plutôt du fait que le Sahara s'inscrive dans sa pleine souveraineté marocaine, de facto allant dans le sens d'une pleine reconnaissance de la marocanité du Sahara, comme on a coutume de le dire, en nous rappelant que cela avait déjà été posé comme jalon avec le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. Ce partenariat d'exception qui est venu confirmer la lettre que le président Emmanuel Macron avait adressée à Mohamed VI à l'occasion des 25 ans de son accession au trône, donc le 30 juillet 2024, à l'occasion de la fête du trône, vient évidemment nous rappeler un certain nombre d'éléments que votre débat, sans doute, va mettre en exergue. Voilà, il nous parlera tout à l'heure, Emmanuel Dupuy, justement, le président de l'IPSE, de ce partenariat. Vous avez réagi, justement, monsieur le sénateur, vous disiez que vous parlez du Parlement marocain. Oui, parce que j'ai vécu en direct cet instant qui a peut-être été encore plus fort que les images que nous avons vues, où on a vu Sa Majesté, Emmanuel Macron échanger les documents. Mais il y a eu ce moment du discours du président Macron devant les chambres réunies. Et donc nous étions, nous, au cœur, enfin à quelques mètres du président, comme invité évidemment. Et donc tout le monde attendait bien évidemment ce paragraphe qui n'est pas venu immédiatement. Le président a parlé de la relation, puis après il est venu à évoquer cette nouvelle position de la France. Donc en rappelant que pour le présent et pour l'avenir, la souveraineté du Maroc sur ces territoires était reconnue définitivement par la France. Et instantanément, la totalité des parlementaires qui étaient dans cet hémicycle archi-plein s'est levée, ce qui n'arrive jamais, sauf pour les messages du roi. Et là, tous les observateurs ont dit mais c'est absolument extraordinaire, il y a eu une clameur et cette spontanéité qui a montré que véritablement cette position était attendue
par nos amis marocains et toutes sensibilités confondues au sein des parlementaires marocains. Ça a été un moment où vous avez presque un peu des frissons, vous voyez. Nous déjà, quand on l'a regardé, Naïma Sifer, ouais. nous déjà quand on l'a regardé à la télé, c'est vrai que c'était un moment très très fort et on l'a ressenti à travers l'écran déjà. Alors j'imagine même pas vous sur place. Ça a eu lieu au Parlement, c'était très devant attendu, les deux chambres, Ouais. toutes les sensibilités, qui a spontanément, sans qu'il y ait de consigne, tout le monde s'est levé, alors que ça ne se fait jamais. Jamais. Ouais. C'était quand même. Et là, on a vu on avait changé d'air. À ce moment-là, on a compris que les choses nouvelles commençaient. Les choses nouvelles, justement, commençaient parce que j'ai vu, moi, c'est vrai que vous l'avez dit, vous avez fait allusion à cela tout à l'heure, il y a plusieurs déplacements. Plus récemment, vous-même, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, il y a eu M. Philippe Tabarot, le ministre délégué chargé des Transports, Mme Rachida Dati, il y a eu Mme Yael Braun-Pivet. Darmanin, Monsieur Darmanin, vous avez raison, Darmanin, il y a Dupont-Moretti aussi, Monsieur Éric Dupont-Moretti s'est rendu, je le rappelle, le 31 mai dernier, c'était il y a 1 an. Et je crois savoir qu'il y aura une visite du ministre de l'Intérieur prochainement. Et il y a une visite. Il y aura une. Vous nous faites un scoop là? Je crois savoir. Vous Prenez des croyez, précautions. attention, oui, voilà. c'est une sécurité. Je crois savoir. Mais quand on dit je crois savoir, c'est qu'à mon avis, c'est dans les tuyaux. C'est que je sais. C'est que je sais. Ouais. Si Darmanin est parti, il est fort probable que Retailleau le suive et qu'il y aille aussi. Ouais. Se Justement, suivent à la vous-même, culotte. vous-même, le président des élus de France, vous organisez toute une Oui. délégation. Il y a une délégation qui se prépare là pour début avril. Alors, Est-ce que ça contribue au réchauffement diplomatique, cela aussi? mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à la diplomatie des territoires, c'est-à-dire celle de la coopération décentralisée. C'est quoi? C'est la Celle qui- diplomatie parallèle, ça? C'est quoi? Non, c'est pas c'est une diplomatie Non. complémentaire, j'ai envie de dire. Complémentaire. C'est celle des collectivités territoriales qui travaillent avec d'autres collectivités territoriales parce que on se nourrit des expériences respectives de chacun. On a besoin de mieux se connaître, de voir comment est-ce qu'on fonctionne, dans quel environnement, quel écosystème est le nôtre et comment est-ce qu'on peut s'alimenter les uns et les autres. Nous avons aujourd'hui, nous, collectivités territoriales, que ce soit les communes, les départements ou les régions, nous avons beaucoup à apprendre de nos amis et homologues marocains. Mais de la même manière que les Marocains ont encore aussi à apprendre des Français. Et donc, on se situe un peu à la croisée des chemins sur la capitalisation d'expérience, du savoir, l'échange de bonnes pratiques, nos savoir-faire respectifs. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers cette diplomatie des territoires. Comment est-ce que, mutuellement, eh bien, on arrive à s'entraider les uns et les autres et faire en sorte que nos collectivités eh bien, soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes au regard du benchmarking étranger que l'on fait les uns et les autres. Mais vous disiez tout à l'heure que nombreux sont les élus à être partis. J'ai envie de vous dire que nous, à l'Association des élus de France, juste après le déplacement du président de la République Emmanuel Macron, nous avons conduit une délégation dans la dynamique du déplacement du président de la République. C'était à Rabat, il me semble. À Rabat, absolument. À Rabat. Nous étions une trentaine d'élus avec des parlementaires, des maires et anciens ministres. Et nous avons rencontré nos J'ai homologues vu une marocains. série de photos, effectivement. C'était juste fabuleux. J'avais l'impression d'assister à la visite du président de la République avec les motards en moins. Mais croyez-moi, c'était quand même... C'était grandiose. L'hospitalité marocaine n'est pas un mythe, elle n'est pas une légende, c'est une réalité. c'est la réalité. Les Marocains, nos amis, savent effectivement bien accueillir. Mais l'idée, c'était pas d'être bien accueillis, l'idée, c'était de se transporter vers l'avenir avec eux et avec les collectivités marocaines. Mais ça Nous se traduit avons comment signé- alors? Ça se traduit comment? On a signé une convention de coopération Oui. avec l'Association des maires du Maroc. Le président de l'association est le maire de Tanger, Mounir El Imouri. Et donc, on a envisagé un certain nombre d'opérations et d'actions. C'est par exemple l'invitation ici à notre salon des élus francophones, qui se tiendra le 2 avril à l'espace Champéret. Et donc nos élus marocains, avec d'autres élus d'autres délégations étrangères, je pense à nos amis ukrainiens, je pense à nos amis sénégalais qui seront également présents à l'occasion de notre salon le 2 avril à l'espace Champéret l'après-midi. Et l'idée, à travers ce salon, c'est aussi de rencontrer un certain nombre de forces vives. Ça peut être des opérateurs associatifs, c'est des acteurs économiques, ce sont les collectivités territoriales. Et donc, c'est tout un écosystème qu'on est en train de construire avec les délégations étrangères pour faire en sorte eh bien, que les relations soient beaucoup plus fluides. Et une fois de plus, on a quand même à apprendre les uns des autres. Mais au-delà de ça, on a aussi, par exemple, lors de cette visite de la délégation marocaine qui sera à Paris, on sera reçu, on a la chance d'être reçu, je remercie Bruno Fuchs, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée Qui est nationale, député, qui aura la gentillesse de nous recevoir à l'Assemblée nationale, donc au Palais Bourbon, de nous le faire visiter. Le lendemain, on sera reçu par Vincent Eblé, sénateur au Sénat, donc au Palais du Luxembourg, avec une visite et un déjeuner là-bas sur place. On sera reçu par M. Baudet, le président du Conseil économique et social également. Et l'idée, c'est de faire découvrir aussi à nos homologues marocains la démocratie française. Et qu'est-ce que la République? Comment elle fonctionne? Quels sont c'est ses ça la lieux de pouvoir? finalité, Quels justement. sont ses lieux de pouvoir? C'est ça C'est la pas une finalité. finalité. C'est pas une finalité. C'est D'accord. un jalon
dans un parcours qu'on est en train de construire les uns avec les autres. Et les Marocains sont aussi attentifs. Ils souhaitent que notre association les accompagne dans la création d'un grand salon international des élus francophones. Et là aussi, c'est une formidable opportunité pour notre pays, monsieur le sénateur. Parce que construire de l'influence au Maroc, parce que c'est pas seulement que le Maroc, c'est aussi une porte sur l'Afrique. Et donc, construire de l'influence à travers un grand salon international avec demain 200-300 élus qui se rendront d'ici en France, mais d'autres pays francophones également au Maroc pour tenir ce salon sous l'égide d'une association française d'élus, mais en lien avec une association marocaine. Mais c'est ça la diplomatie des territoires. C'est comme ça qu'on renforce. Vous vous adressez à Christian Cambon, parce que c'est le président du groupe Amitié France-Maroc. J'essaie de l'emmener avec moi dans l'enthousiasme qui est le mien. Non mais la diplomatie des territoires, elle est le pendant de la diplomatie parlementaire qui fait le même travail à un autre niveau. Nous avons, nous, des coopérations très importantes, très intéressantes. Nous avons, par exemple, nous recevons régulièrement des fonctionnaires marocains, des collectivités, mais aussi de la Chambre des conseillers, qui passent, mais qui ne viennent pas simplement 24 ou 48 heures, qui restent ici plusieurs semaines pour qu'on parle de la procédure parlementaire, pour qu'on évoque les libertés. C'est quoi, c'est de s'inspirer du modèle français, c'est ça? Oui, mais c'est échanger aussi. Vous savez, comme je le disais il y a un instant, il y a beaucoup à tirer à l'envers. Moi, je vais prendre un exemple sur l'énergie. Je conseille à tous nos amis qui vont visiter le Maroc et qui vont notamment à Ouarzazate de faire le crochet par la centrale solaire de Nord, je crois qu'on dit Nord. C'est l'équivalent de la surface de Rabat en cellules photovoltaïques et qui dégage une capacité de l'ordre de 400 MW d'ores et déjà, et de continuer le voyage environnemental dans le Nord pour aller voir les champs d'éoliennes. Tant et si bien que le Maroc, qui n'a jamais extrait une goutte de pétrole sur son territoire, va devenir dans les mois qui viennent premier exportateur d'énergie propre. Et donc vous voyez qu'il y a aussi des exemples à prendre pour nous qui avançons, j'allais dire, un peu plus lentement. On a moins de soleil aussi, on a moins de vent du côté de Gibraltar. Mais il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup à apprendre. Et nous, de notre côté, moi par exemple, tous les voyages de parlementaires marocains, puisque chaque année, cette année, c'est nous qui allons y aller. Mais l'année dernière, c'est eux qui sont venus. Donc moi, je fais toujours des voyages thématiques. Lorsque par exemple, ils ont commencé à construire le TGV, nous avons fait tout un séjour de nos sénateurs marocains pour leur expliquer que l'arrivée du TGV, c'est pas simplement le TGV, c'est que tout autour, vous avez tout un système multimodal qui va se créer, puisqu'il faut rapatrier vers les gares les gens qui utilisaient jusqu'à présent d'autres moyens de transport. On les a emmenés à Toulouse, parce que j'ai une idée fixe, je pense que je vais être entendu à la suite justement de la visite, c'est qu'enfin le Maroc achète des Airbus. Ils n'ont jamais acheté d'Airbus, ils n'achètent que des Boeing. Et là, parmi les conclusions de la visite présidentielle, Airbus est appelé à concourir dans le cadre de l'appel d'offres du renouvellement de la flotte. On les emmène évidemment, bien évidemment. Donc c'est de bon augure tout ça. Voilà. Pareil sur on est pareil sur la défense. Vous avez réussi, si vous avez réussi notamment à faire changer d'avis. On n'est plus du tout dans les mêmes relations. Je vais réussir. Pareil sur la défense, parce que je dis à nos amis marocains, si vous voulez assurer votre souveraineté sur 3000 km de côte supplémentaires, vous ne pouvez pas rester avec une FREMM, avec une frégate, fût-elle assez moderne. Il vous faut des sous-marins, et nous sommes actuellement en compétition avec peut-être les Allemands, je crois, pour fournir des sous-marins de telle sorte que le Maroc puisse être aussi souverain sur son domaine maritime, ce qui est très important, parce que vous savez que ce sont des mers très poissonneuses, que des pays, notamment des pays asiatiques, etc., viennent racler les fonds. Et il faut véritablement que le Maroc puisse aussi assurer sa souveraineté dans la portion de mer qui lui reviendra. Et donc tout ça est très important, et la France peut beaucoup aider, mais elle peut aussi beaucoup recevoir. Moi j'ai vu, vous savez que par exemple, c'était le Maroc qui était l'invité d'honneur du Salon de l'agriculture. J'ai participé avec le chef du gouvernement marocain à l'inauguration de ce pavillon. Et là, il y a des vrais sujets, parce que par exemple, le Maroc a une forte production de petites tomates, ce qui peut nuire à des producteurs français du Sud-Ouest. C'est là où on peut nous démarrer le dialogue et faire en sorte que
des échanges c'est pas un échange dans un sens, c'est-à-dire c'est pas nous qui ne faisons que vendre au Maroc. Et le fameux donner et recevoir aussi. Voilà, et donc il faut le faire comprendre, ce qui ne va pas de soi fatalement. Et donc, compte tenu du climat qui est un peu différent au Maroc et en France, il y a des productions qui arrivent à mûrissement avant la France, il faut essayer d'organiser tout ça. Et c'est le rôle des parlementaires, puisque notamment au Sénat, on vient de tous les départements, donc tous les départements sont concernés. C'est pour ça qu'on est le groupe le plus important au Sénat. Près de 70 sénateurs sur 348 appartiennent à ce groupe. C'est justement pour ouvrir ces dialogues au niveau de la loi, du gouvernement, etc., pour bien faire comprendre qu'il peut aussi y avoir des problématiques, mais on... je vois que le président du groupe Amitié France, il avance vite, oui, France-Maroc, vous avancez vite, je vois. Très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, justement. D'ailleurs, vous venez de nous livrer, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, quelques scoops quand même, Toulouse, je ne parle pas pour ne rien dire. Ah, mais c'est bien, en tout cas c'est bien, au moins on aura appris des choses. Naïma Sifar, justement, est-ce que ce rapport bilatéral, est-ce que ce rapport justement diplomatique passe aussi par la diplomatie gastronomique? Est-ce que c'est aussi ça le réchauffement diplomatique? On a besoin de manger, c'est ça aussi. Le réchauffement des cœurs et des estomacs. Si on mange bien, et beaucoup. Ça tombe bien, on mange bien en France et on mange bien aussi, paraît-il, donc au Maroc aussi. C'est vrai que la gastronomie, c'est un outil puissant justement pour le renforcement des relations entre les peuples, déjà d'une part. Et la gastronomie marocaine, elle est très bien placée, comme je vous disais tout à l'heure. Et elle a beaucoup de concomitance avec justement la France. Beaucoup de chefs français partent faire des stages ou s'imprègnent un peu des épices, par exemple, je donne un exemple concret, des épices, etc., du Maroc, et ils travaillent vraiment en parallèle, ensemble sur... le plus connu, c'est Cyril Lignac qui a fait l'ouverture, par exemple, tout à fait. Plus récemment, je crois qu'il n'y a pas que lui, mais oui, ouais. Par exemple, Cyril Lignac a fait... Enfin, je parle de Cyril Lignac parce que c'est le plus connu, c'est un peu la star du... Oui, il y a deux chefs. Il y a deux chefs, c'est vrai. Qui ça? Oui. Citez-les. Sinon, on va me dire, oui, Cyril Lignac, je fais ça. Je ne fais pas du tout, je fais pas... Il y a toute une brigade de chefs avec lesquels elle travaille. Je peux en citer un qui est vraiment beaucoup avec moi, le chef étoilé, par exemple, Gérard Salé, qui fait ça depuis plus de 40 ans et qui connaît très très bien le Maroc et qui me racontait lui-même qu'à l'époque, depuis toujours en fait, ils ont toujours travaillé ensemble. Et ça, quand je suis rentrée dans ce monde-là, je l'ai découvert parce que c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes entre la gastronomie française et la gastronomie marocaine. Là, par exemple, avec notre association, on va organiser un dîner diplomatique à l'ambassade de Rabat. Le 15 mai prochain, donc à la résidence de l'ambassadeur, il y aura des chefs français, des chefs marocains qui feront un dîner pour plus d'une centaine de personnes. Ça, c'est... Et il y a aussi Ça se passe quand, ça ? Alors le 15 mai prochain, à Rabat. Et les grands chefs français qui ont travaillé aussi dans les cuisines du roi, je crois. Bien sûr. Ouais. Nous avons fait... Il y a le chef Frédéric Simonin. Oui. Regardez là. Alors Frédéric Simonin... Frédéric Simonin, je l'ai rencontré. Alors pour le coup, oui, je le connais aussi. Et lui, je crois qu'il fait régulièrement des partenariats. C'est un il est très grand chef. Lui, au Maroc. Très très grand chef. Très grand chef, Frédéric Simonin. Et on vous salue, chef. Ouais. Pour illustrer le propos de ma voisine, le groupe d'amitié France-Maroc a organisé une semaine de la gastronomie marocaine au Sénat. Et donc pendant une semaine, à chaque repas, il était proposé des dégustations qui étaient préparées par 3 chefs. Il y avait le chef de l'Élysée, le chef du Sénat et un des chefs que Sa Majesté avait envoyé à Paris. Et donc pendant une semaine, nos amis sénateurs ont pu, à chaque repas, déguster, puis aussi boire un petit verre, de produits marocains. Et il y a eu un premier soir, une soirée inaugurale. On a fait venir tout ce que Paris comporte de hautes personnalités marocaines. Et je pense effectivement, et je le vois dans le monde entier, dans mes différentes missions, la gastronomie est un instrument de rayonnement diplomatique. Vous êtes conquis vous-même, monsieur le sénateur? Est-ce que Christian Cambon, vous êtes conquis par la gastronomie marocaine? Regardez, revenant du Maroc, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent le voir, mais moi je supporte 2 kilos. Romain va faire un zoom. Voilà, dû à l'excellence, à la quantité, à la qualité bien sûr, et aussi à la quantité, car on mange généreusement. Ouais. J'ai pu le constater, c'est vrai qu'on mange généreusement. Et quand on veut recevoir des amis et les honorer, le repas est copieux. Ah oui, il y a 4 ou 5 plats successifs. Il ne faut pas manger avant de partir. Naïma, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire justement aussi pour la formation des jeunes, très importante. La formation des jeunes, nous avec notre association, pareil, nos chefs français vont tout le temps dans une école hôtelière quand on fait des actions humanitaires ou autres, dans des écoles hôtelières, et nos chefs prennent du temps justement avec ces jeunes pour pouvoir les former. Mais on reprend aussi
Donc c'est dans les deux sens. Le Maroc, c'est plus ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est plus avant cette froideur qu'il y avait eu, les tensions. Maintenant, le Maroc n'a plus la même position qu'avant justement ce réchauffement. En tout cas, ça contribue. Ça J'ai bien contribue. vu à La table contribue. royale est tenue par des chefs merveilleux, mais qui détiennent des recettes qui sont plus secrètes que les Inédites. secrets de défense nationale. Oui, bah oui. Les boissons que l'on consomme Ah au ouais, Palais Royal. ah oui, d'accord. Ah oui, je ça peux va vous jusque-là. dire que le mélange citron-gingembre avec autre chose, Ouais. jamais personne n'a su ce qu'il y avait dedans. C'est absolument délicieux Ouais. et c'est réservé Jalousement au Palais gardé. Royal. Ouais. Ah oui, donc on ne peut pas livrer la recette comme ça. Non, je n'y C'est comme arrive la pas, recette, je n'y arrive pas, C'est les peut-être. privilèges d'un Ouais. roi. Et beaucoup Voilà. de chefs tiennent des grandes maisons au Maroc, chefs français, et vice-versa. Beaucoup de grandes maisons en France sont tenues par des chefs marocains. Et il faut aussi, on en parle parce qu'on parle de cette relation diplomatique culinaire. C'est parce que je crois que d'abord la France est au premier rang mondial de la gastronomie mondiale, mais le Maroc pas très loin d'ailleurs finalement. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, justement. Oui. On est, par exemple, le Bocuse d'Or, je prends un exemple, le Bocuse d'Or ou au Syrah, etc. C'est vraiment, ils travaillent vraiment, vraiment ensemble, les chefs français et les chefs marocains. Tout à fait. On va écouter. Vous voulez dire quelque chose, Driss Tezaoui ? Pas tant sur la diplomatie culinaire, sinon la pression qui est la nôtre quand on reçoit nos amis marocains ici en France. Ah oui. Imaginez le niveau, quoi. Ouais, Il mais faut là, vraiment qu'on soit à la hauteur, quoi. Donc c'est beaucoup de pression parce que pour nous, du 2 au 5 avril, eh bien, on va les recevoir sur 3 nuits, 4 jours. Et donc, eh bien, l'hospitalité française doit être incarnée aussi, quoi. Doit être à la Et donc, hauteur. Elle doit l'excellence- incarner quoi ? l'excellence Pas la française. diplomatie culinaire. Mais pas seulement par la diplomatie culinaire, c'est par nos hôtels, c'est par nos restaurants, c'est L'accueil. la vie à la française, quoi. Par l'image L'accueil, de raffinement. c'est notre capacité, voilà, C'est ça. à leur dire, voilà, ici en France et dans la République, quoi, les lieux de pouvoir qui nous Ah, vous prêtez attention à le tout ça, palais vous, Bourbon, Driss le palais Tezaoui ? du Luxembourg, mais c'est Ouais. éminemment important. On est obligé. La Vous prêtez France, c'est attention à aussi tout ça. ça. Mais La France, c'est aussi son Moi, patrimoine. je vais vous Ouais. dire, on a beaucoup Oui. honoré lors du voyage des sénateurs marocains cette année. On les a beaucoup touchés parce que j'ai souhaité les emmener à Toulon. Et on a été au Montfaron, puisqu'on était l'année de célébration en 2024 du débarquement, et débarquement de Provence. Et on parle pas toujours très bien et pas toujours assez de ce débarquement de Provence, dans lequel les Africains du général, mais les Marocains en particulier, ont lourdement contribué à la victoire de la France, puisque c'est ce qui a permis après, avec le débarquement de Normandie, de prendre les nazis en tenaille. Et il y a eu quand même 10 000 morts, 10 000 Marocains qui sont morts. Et donc moi j'avais prévu à la fois d'aller s'incliner devant la stèle qui est dans le 7e arrondissement, où on garde le souvenir de ces tirailleurs marocains, de ces tabors, de tous ces gens qui ont débarqué, qui n'avaient jamais traversé la Méditerranée et qu'on a envoyé se battre. Et après, on a été au Montfaron, au magnifique mémorial qui domine la ville de Toulon. Et il y avait une grande émotion de la part de nos amis et certains ont découvert là, sur la liste, certains de leurs ancêtres qui avaient combattu. Et je voulais leur rendre hommage parce que la mémoire, il y a la gastronomie, il y a tout ce que l'on peut faire pour relier deux peuples les uns à la suite des autres, mais ne jamais oublier comment les morts, qui ne sont plus là, ont contribué. C'était des jeunes gars qui sont partis là dans des conditions terribles. Comment ils ont pu contribuer à la libération de la France. Et j'étais fier qu'avec mon ami le président Mohamed Zidou, on puisse organiser ce déplacement sur des lieux de mémoire pour montrer que les Marocains ont aussi agi pour l'histoire de France, pour leur liberté, pour notre... Et c'est très important, et vous avez raison de le souligner effectivement, parce que l'histoire aussi, il faut effectivement, ça se transmet. Ouais. C'est ce que Driss, je rappelais avant tout à l'heure d'écouter Emmanuel Dupuis. sur l'apport des Marocains, avant Très l'apport important. économique, l'apport de la main-d'œuvre, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est des gens qui ont versé le sang pour la France. Et vous avez bien fait de le rappeler, monsieur le sénateur. Je voulais vous dire, parce qu'on a évoqué la diplomatie culinaire, on a évoqué la diplomatie parlementaire, celle des territoires, mais il y a aussi une très belle opération que nous portons, et je pense que c'est important de faire le zoom dessus, parce que j'invite les autres associations d'élus à embrayer le pas également, et pourquoi pas faire un peu la même chose, parce que c'est éminemment important. Nous avons une convention avec l'université de Kenitra, l'université Ibn Tufayl, qui est la première université du Maroc, classée comme telle en tout cas. Et nos élus de notre association, mais ainsi que l'ensemble du réseau qui est le nôtre, des athlètes de haut niveau, des historiens, des anthropologues, des sociologues, etc., nous mettons à la disposition des étudiants de sciences politiques et de droit marocains, l'expertise qui est la nôtre. Et donc nous intervenons régulièrement en distanciel ou de temps en temps en présentiel aussi, auprès des étudiants de sciences politiques. Et c'est éminemment important parce qu'il s'agit aussi de l'influence de la France. Quand vous intervenez auprès d'étudiants marocains,
surtout, ou a fortiori dans un cursus de sciences politiques, eh bien, quelque part, vous contribuez à former les élites marocaines de demain. Celles et ceux qui vont faire le pays et qui sont ici entre les deux rives. Et ça aussi, c'est éminemment important. Et nous, on est plutôt fiers, au sein de l'Association des élus de France, eh bien, de porter une telle opération qui est quand même assez innovante, assez audacieuse. Il n'y en a pas d'autres ici en France. Il n'y a aucune association d'élus qui n'a tissé avec un autre pays et une autre université étrangère eh bien, ce type de coopération. Et moi, j'invite vraiment les associations d'élus, que ce soit avec le Maroc ou avec d'autres pays, eh bien, à embrayer sur ce type d'initiative. Ouais. On va écouter Emmanuel Dupuy, parce que lui aussi, il a son regard concernant donc, ce partenariat qui se noue là, de plus en plus entre la France et le Maroc. Écoutez-le et on se retrouve pour la dernière partie. Vous savez, on va parler quand même de cette relation bilatérale, mais cette relation aussi économique. De quelle nature est ce partenariat? Premièrement, il est évidemment culturel ou socio-culturel. Il est également politique, diplomatique et sécuritaire, j'y reviendrai un petit peu plus en avant. Il est socio-culturel, comme l'a démontré la visite de la ministre de la Culture, Rachida Dati, venant rappeler l'importance que revêt la coopération universitaire, les quelques 50 000 étudiants marocains en France, et que revêt évidemment la place du français, la place de la francophonie dans l'espace éducatif et universitaire marocain, avec la création d'une alliance française dans la ville de Darla, à l'occasion donc du déplacement de la ministre de la Culture dans les provinces du Sud. Vous avez ici la chance sur ce plateau d'avoir Christian Cambon, le président du groupe d'amitié, qui s'est lui-même rendu aux côtés de Gérard Larcher, le président du Sénat, et d'Hervé Marseille, le vice-président du groupe d'amitié France-Maroc, ainsi que la sénatrice Corinne Ferré et Cédric Perrin, le président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères, qui se sont rendus au Maroc et qui se sont également rendus dans les provinces du Sud, à l'Aïoun, confortant l'idée de la pleine reconnaissance des autorités françaises de la souveraineté du Maroc entre Tanger et Nodibou sur les 3400 km de ses côtes. Culturel, Emmanuel Dupuy parle culturel, universitaire aussi, vous venez de le dire à l'instant, hein, c'est vrai. Et puis on parlera aussi économique. Oui, absolument. Mais il a confirmé ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur au Maroc est un enseignement d'excellence. Et nous, on le constate parce que quand on a discuté avec les universités françaises, elles sont à la recherche de coopération avec le Maroc. Parce que les étudiants sont regardés comme des étudiants d'excellence. Celles et ceux, les élites, je le disais tout à l'heure, du pays demain, qui feront le royaume et qui contribueront à tisser encore et toujours des liens entre nos deux pays. Et on voit bien que les universités cherchent à coopérer avec les étudiants marocains, avec les universités marocaines. Et d'ailleurs, quand vous regardez ici les résultats d'admission à Polytechnique, la grande majorité aujourd'hui, et c'est quand même assez incroyable, ce sont des étudiants marocains finalement qui passent, quoi. Et donc il y a autour des étudiants marocains eh bien, une perception d'excellence sur laquelle la France doit continuer à œuvrer parce que la diplomatie des territoires, c'est aussi à travers l'enseignement supérieur et à travers notre capacité à former, à sensibiliser les étudiants d'aujourd'hui qui seront les élites de demain. On va parler de ce dernier chapitre juste pour clore cette émission donc, autour de ce réchauffement donc, diplomatique. Vous savez, la France est le premier investisseur étranger au Maroc. 8 milliards, un peu plus, hein, peut-être maintenant, en 2023, c'est pour ça que je dis un peu plus, en particulier dans le secteur des services. Hein, Madame, Messieurs, près de 1000 filiales d'entreprises françaises, dont la quasi-totalité, vous savez d'où ça provient, du CAC 40, emploient directement et indirectement 150 000 Marocains. Ça va se renforcer de plus en plus, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur? Bien sûr, avec des entreprises tout à fait prestigieuses. Qui sait que, par exemple, Airbus a 1000 salariés... La quasi-totalité du CAC 40, donc ça veut dire que vous mettez le paquet. Prenez l'exemple d'Airbus, 1000 salariés au Maroc pour aider cette grande entreprise franco-allemande. C'est un des exemples, mais il y en a tant d'autres. Vous savez, d'abord, je crois qu'il faut rendre hommage au choix extraordinairement judicieux que le roi du Maroc a fait en matière économique. Je prends qu'un seul exemple. Allez voir le port de Tanger Med à la sortie du détroit de Gibraltar. Ouais. Il n'y avait rien du tout. C'était une région, en plus dans le Rif, vous savez, c'était pas très. C'est une région qui a toujours été l'objet de nombreux commentaires. Eh bien, voilà un choix qui a été fait par le roi, qui a installé un port. Mais il faut voir ce que moi je le vois d'année en année. Le port est en train du reste de vider accessoirement Gênes, Marseille et Barcelone. Et c'était un choix très très intelligent. J'ai parlé tout à l'heure en matière d'environnement. Donc, si vous voulez, les choix économiques font que les investisseurs sont attirés. À partir du moment où il y a eu Tanger Med, la création d'une zone
franche. Le départ du TGV, eh bien, comme par hasard, Renault est venu installer Dacia, et il construit toutes les Dacia qui commencent à inonder maintenant l'Afrique. L'Afrique, usine du continent. Je crois que c'est la première, non? C'est la première, oui, du continent, oui. Et vous voyez des exemples comme ça. Le pari du TGV, il n'y a pas un pays africain qui a opté pour le TGV. Tout le monde a dit mais c'est une folie, il n'y aura personne dedans. C'est un train qui marche merveilleusement et qui, comme par hasard, irradie toutes les régions qu'il traverse et qu'il va traverser, parce qu'on va aller à Marrakech, mais je sais que l'idée qui est derrière tout ça, c'est un train rapide qui va circuler tout au long, à terme, dans des années, de l'Afrique occidentale. Vous voyez, ce sont ces choix-là. Et ce que je veux dire par ailleurs, c'est que le Maroc est une merveilleuse plateforme pour les entreprises françaises et européennes pour partir à la conquête de l'Afrique. On vient de subir quelques désagréments dans un certain nombre de pays d'Afrique. Il faut reconstruire cette relation avec l'Afrique et voir aussi, et ça c'est notre devoir à nous Français, que l'Afrique est un pays en pleine mutation et qu'il faut maintenant comprendre. Vous avez des élites excessivement bien formées qui sont en train de franchir des pas considérables en matière d'intelligence artificielle, etc. Et les entreprises françaises peuvent saisir la main de nos amis marocains qui disent « venez avec nous à la conquête de l'Afrique ». Ils ont besoin du Maroc. Alors, justement, Christian Cambon, le sénateur et le président du groupe Amitié France-Maroc, il parle de reconstruire. Est-ce qu'on peut parler aussi de rebâtir? Rebâtir, oui, rebâtir, parce que pour un certain nombre de pays, dont des pays d'Afrique subsaharienne, effectivement, la confiance aujourd'hui, elle est rompue, ou quasi rompue, et donc il y a des choses à rebâtir. C'est colossal ce que vient de dire monsieur le sénateur. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, parce qu'on a parlé beaucoup de diplomatie des territoires, diplomatie parlementaire, la diplomatie des chancelleries. Mais l'économie, la c'est diplomatie aussi une universitaire. diplomatie, Absolument, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est le rôle qu'ont joué les acteurs économiques, parce que toutes les entreprises du CAC 40 sont au Maroc. Et quand on a eu cette période de tension, il n'y a plus rien qui bougeait. Les appels d'offres, les marchés, tout ce qui était français était suspendu. Quand ce n'était pas écarté d'un revers de la main. Et donc je suis assez convaincu, mais ça on ne le voit pas. On ne voit que la face immergée de l'iceberg. Mais croyez-moi, n'imaginez pas les enjeux colossaux en termes de milliards qui étaient suspendus à l'intervention du président de la République et à sa reconnaissance du Sahara occidental au Sahara marocain. Et donc ces enjeux économiques aussi ont pesé grandement sur le choix, je pense, du président de la République. Et donc vous voyez, c'est un ensemble d'éléments constitutifs qui ont amené aussi le président de la République à regarder le royaume du Maroc avec fraternité. Juste un mot pour vous dire, parce qu'on a parlé du TGV, on a parlé d'Alstom aussi, le tramway à Rabat. Alors, non seulement c'est Alstom, le tramway, mais qui l'entretient ? Qui l'exploite? C'est Transdev. C'est encore une entreprise française. Suez est à Kenitra sur la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Voilà, les usines de dessalement. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui françaises sont au Maroc. N'oublions pas effectivement la mise en œuvre par des entreprises françaises, notamment Veolia, de ces usines de dessalement qui vont apporter une vraie réponse à un problème récurrent du Maroc qui est le problème de l'eau, puisqu'il y a malheureusement des années sans eau ou avec pas suffisamment d'eau. Et le fait là de nouer un partenariat avec des entreprises françaises qui ont une grande expérience, ça va aussi ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Mais on peut aussi parler du tourisme, ce qui se passe à Dakhla, qui est devenu le spot des meilleurs du monde en matière de kitesurf. Voilà, il faut aller voir Dakhla une fois dans sa vie pour voir que le ciel est quasiment couvert d'ailes. Et il y a un vol Transavia plein chaque jour qui part d'Orly pour amener des kitesurfers du monde entier qui vont à Dakhla. Enfin, vous voyez, il y a des potentialités énormes. Et nous, notre travail, c'est de passer du discours à l'action. Et de dire, par exemple, puisque la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur ce territoire, il faut maintenant aller investir. Moi, je suis le rapporteur de l'aide au développement au Sénat. L'Agence française de développement a annoncé des investissements très importants dans cette manière. Et nous avons aussi l'autre jour posé la première pierre d'une grande école française, l'école Paul Bascon, à La Ayoune, qui va couvrir presque 2 hectares. Là aussi, ce sont des instruments. Mais vous voyez, tout avance. Alors justement, ce sera ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Romain me dit que ça y est, c'est la fin de l'émission. Donc il faut que je vous pose la dernière question. Alors oui, vous avez raison, le tourisme. Parce le Maroc, c'est un essor incroyable, le tourisme. C'est la destination phare des Français. Le tourisme, c'est toujours été. C'est redevenu, il me semble-t-il. Oui, ça n'a jamais, jamais vraiment arrêté. Ça s'est stagné, on va dire, à un moment. Et je sais qu'il y a eu de grande qualité avec de très beaux établissements, puis la sécurité. Oui, la sécurité, tout à fait. Mais c'est vrai que le tourisme est c'est la première activité d'ailleurs au Maroc. Ah oui, complètement. Oui, Driss. Sur le mot de conclusion. Sur le mot de conclusion, moi je voudrais juste, est-ce que c'est une coopération qui est complètement tournée vers l'avenir? Voilà, ce sera ma dernière question.
Moi, présent et l'avenir. J'avais, si vous le permettez, mon cher Adil, juste dire à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui aiment le Maroc, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est un bon... Le 2 avril, nous serons heureux de vous recevoir. Venez à la rencontre des maires de Tanger, des maires de Casablanca, des maires de Rabat, de Tiznit, des provinces du sud comme l'Aïa et Dakhla. Vous verrez, à Porte de Champéré, vous serez déjà au Maroc. Pour répondre ensuite à la question qui est la vôtre, le Maroc, bientôt, c'est la Cannes. Le Maroc, bientôt, c'est la Coupe du Monde. Oui. C'est un pays qui est vraiment en plein développement et c'est un pays, c'est une terre d'opportunité. La Cannes, c'est décembre prochain. Ouais, c'est décembre prochain, absolument. C'est décembre prochain et la Coupe du Monde, c'est après. C'est après. Et donc, c'est un pays aujourd'hui qui se prépare via ses infrastructures. On a vu cette fameuse route-là de Agadir jusqu'à La Laayoune qui fait 1500 km, qui est rectiligne. C'est un pays qui se dote des infrastructures. C'est un pays qui se dote de grands équipements structurants, de qualité. Je pense à la Philharmonie, par exemple, à Rabat, qui est incroyable. Qui est juste incroyable. Cette architecture qui est fabuleuse. Je pense à la gare de Kénitra, qui a reçu un prix, qui est aussi une architecture fabuleuse et qui accueille le TGV. Bref, c'est un pays qui est en pleine transformation, en pleine mutation. Et ce que je veux dire, c'est que nous, la France, nous ne pouvons plus regarder ce pays, mais comme tous les autres pays africains, avec ce qui nous caractérisait il y a encore 20 ans ou 30 ans, cette ère de condescendance. Aujourd'hui, nous traitons d'égal à égal avec le Maroc. Et nous devons les respecter de la manière que nous demandons la réciprocité. Mais aujourd'hui, vous savez, et c'est pour ça que la diplomatie des territoires, celle des collectivités, on se comprend bien, nous, entre élus locaux et entre parlementaires, parce que nous sommes ancrés dans la réalité et on se dit les choses. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que la diplomatie des chancelleries. Et vous avez bien raison de le rappeler. Deux grands événements. Il le rappelait, Idriss Etazaoui, le président donc, des élus de France. Deux grands, à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, mais surtout aussi la Coupe du Monde à venir. Hein. C'est aussi ça auquel se prépare le Maroc. Hein. Bien sûr, mais ce sont des choix qui sont extraordinairement intelligents parce que ça booste. Et si vous voulez, la qualité essentielle du roi, et qu'il y en a beaucoup, c'est de donner un récit, de faire rêver son peuple et de lui démontrer qu'on n'est pas dans la survie. Et j'allais dire que par rapport à un grand voisin du Maroc, c'est peut-être le plus qu'offre le Maroc. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet de développement. Il y a des problèmes. Il y a trop de chômage des jeunes. Il y a encore des choses qu'il faut régler. Et c'est là où les partenariats avec la France est très important. Et pour nous, alors qu'on est en train de vivre une période de basculement du monde, hein, et où les alliés d'hier sont peut-être les adversaires de demain, avoir franchement en Afrique un ami, un allié, un peuple avec lequel on a écrit des pages d'histoire glorieuses et sanglantes, avec lequel il y a pu y avoir des problèmes, mais tellement de projets magnifiques, eh bien, je pense que cette coopération entre la France et le Maroc, c'est certainement l'un des plus beaux axes de coopération internationale que la France peut jouer. Elle peut entraîner l'Europe, car il faut que l'Europe aussi aille dans ce sens. L'Europe qui est parfois frileuse, on le voit avec des arrêts de la Cour européenne de justice, exactement, qui regarde le Maroc pas toujours avec la compréhension des problèmes. Eh bien, la France et cet ami sur lequel dorénavant le Maroc peut totalement compter pour aujourd'hui et pour l'avenir. Merci, monsieur le sénateur. Madame Naïma Siffer. Cette solidité justement du partenariat, ce qui fera, c'est que ce sera les liens humains finalement. Les liens humains et culturels. C'est ça qu'il faudra préserver. C'est vrai. Voilà. Il en parlait d'ailleurs, Emmanuel Dupuy. Hein. Il parlait de la culture. Hein. Et c'est vrai que la culture, elle a aussi toute son importance. Exactement, dans cette coopération qui est le présent et l'avenir. Merci à vous. Merci Naïma Siffer, qui est la présidente donc, des rencontres de la diplomatie culinaire. Merci à Christian Cambon, sénateur, envoyé spécial du président du Sénat. Envoyé spécial puisque vous... Pour les relations internationales. Absolument, pour les relations internationales. Prochainement, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a la Moldavie, il y aura d'autres destinations. D'autres destinations. Et enfin, merci à Idriss Etazaoui, qui lui est le président des élus de France. Merci à Emmanuel Dupuy, le président de l'IPSE. Merci à la réalisation, c'était Romain. Donc, le programme continue. Je vous invite, vous savez quoi, comme vous le faites très très bien d'ailleurs, et aussi bien, de commenter, hein, de décrypter à votre manière aussi, justement, cette émission dans le grand déballage que vous venez de vivre sur les réseaux sociaux. Vous le commentez, vous le faites très bien. Merci à vous, merci pour votre fidélité. À très vite, ici même, dans Global Africa, mais surtout, on ne lâche rien les amis. À très vite.